Bonjour à vous voyageurs. Imaginez retrouver des traces d'une technologie disparue, de méthodes antiques qu'il est impossible aujourd'hui ni de comprendre ni de reproduire. Avez-vous déjà entendu parler de pierres fondues comme du verre, sans technologie récente ni machine puissante? Bien écoutez, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en allant investiguer au cœur de l'Écosse, dans les Highlands, le fort Dún Mac Sniacán, dont les murs sont tout simplement vitrifiés. Mais avant toute chose, si les lieux insolites, les mystères et l'étrange de notre planète vous intéressent, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je m'appelle Marie-Élise et c'est ce dont je parle ici. Je sors au moins 2 vidéos par semaine. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas. Vous savez quoi faire et c'est parti. Dún Mac Sniacán est situé dans les Highlands d'Écosse, non loin du Loch Etive. C'est un des nombreux forts vitrifiés d'Écosse, il y en a plusieurs, et celui-ci s'appelle parfois Berrégonium. Alors pourquoi Berrégonium? Car Berrégonium était le nom d'une ville qui était située non loin, en fait Dún Mac Sniacán était à l'extrémité de cette ville, et c'était une ville picte. Pour contexte, les Pictes, c'était une tribu qui vivait au 1er siècle dans le nord et l'est de l'actuelle Écosse. C'est une tribu qui est restée assez indépendante jusqu'au 5e siècle, période à laquelle ils furent absorbés par les Gaëls, donc le peuple Gaël, vous entendez souvent le mot gaélique, et ils se mirent à faire partie des Scots, d'où Scotland, la terre des Scots, l'Écosse. Le mot Dún Mac Sniacán, Dún cela veut dire fortification. Ce fort, Dún Mac Sniacán, est très connu pour une raison particulière. En effet, ces murs sont vitrifiés. Alors des murs vitrifiés, ça veut dire qu'en fait, à la surface des murs, sur une assez petite surface finalement, pas au cœur de la pierre, mais en tout cas toute la surface est vitrifiée, fondue comme du verre. C'est une sorte en fait de verre primitif qui recouvrerait ces murs, comme si ces pierres avaient été fondues à très très haute température. Le fort en lui-même est daté de 350 avant notre ère, bien qu'en fait l'ensemble en lui-même, qui est, vous le verrez, est constitué de plusieurs enceintes dont seule l'enceinte centrale est vitrifiée, serait installé sur un fort précédent qui datait d'environ -500, -1000 avant notre ère. L'excavation du site en lui-même date de 1873 et les murs d'enceinte concernés mesurent entre 1,50 m et 1,80 m environ. Le fort en lui-même dont on parle mesure environ 245 mètres de long, 80 mètres de large. Il est donc sur une immense colline qui est actuellement principalement recouverte de végétation, sauf sur cette partie centrale, celle à laquelle la plupart des gens s'intéressent à cause des murs vitrifiés. Il y a un homme qui s'appelle Angus Smith qui a beaucoup écrit sur le Dún Mac Sniacán, donc le fort en question, et qui décrit lui-même s'être rendu sur place. Il parle d'un mur normal, réalisé sans mortier, c'est-à-dire sans rien pour sceller les pierres entre eux, donc comme si les pierres étaient juste posées les unes par-dessus les autres. Et il l'explique bien, ce qui est rarement expliqué, que en fait l'intérieur du fort en lui-même n'est pas vitrifié. Ce sont seulement les parties extérieures qui le sont. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est qu'un mur vitrifié? L'expression mur vitrifié est en général utilisée dans le cadre des forts vitrifiés. Ça serait une méthode de chauffe à très très haute température qui a été constatée entre environ -800 avant notre ère jusqu'à -200 avant notre ère. Il faut préciser que tous ces murs ont en commun d'être réalisés avec du grès, du granit ou de toute façon des roches métamorphiques. Elles sont recouvertes d'une sorte de mortier, donc en fait la surface qui les soude entre elles est brun, noir, rougeâtre, je crois même que parfois elles peuvent être verdâtres, et en fait cela fait une sorte de surface sur les pierres fondue comme du verre. Certains parlent d'ailleurs du fait que ça ressemble à de la lave refroidie, donc en fait il y aurait des légères traces de bulles à l'intérieur, comme de la lave. Pourquoi il pose question? Eh bien tout simplement parce que pour fondre de tels minéraux, il faut une température d'environ 1100 degrés Celsius jusqu'à 1300 degrés Celsius pour fondre du granit ou du grès. D'autant qu'on ne peut pas imaginer une sorte de lance-flamme qui soit passée.
c'est un processus de combustion lente. Donc ça a dû être fait pendant des heures et des heures. Maintenir une telle température semble extrêmement compliqué. Il est certainement important d'expliquer dans le contexte ce qu'est une roche métamorphique. Cela désigne un type de roche précis, donc à l'état solide, qui a changé d'état sous la contrainte de forces diverses, qui peuvent être des forces de pression par exemple, de température, et qui s'est transformée en une autre roche. En général, avant que cela devienne du grès, du granit, et donc ce qu'on appelle une roche métamorphique, la roche de base, avant s'être transformée, s'appelle du protolithe. Comme je vous le disais, les murs vitrifiés ont été trouvés essentiellement dans le cadre de forts, de forteresses, en tout cas de bâtiments défensifs. On en trouve dans plein d'endroits différents en Europe du Nord. Il y a les îles britanniques, la France, on en reparle, les îles scandinaves, l'Allemagne et la Hongrie, et on en retrouve aussi au Portugal, donc en Europe du Sud. Mais effectivement, c'est en Écosse qu'il y a la plus grande concentration de forts vitrifiés, qu'on appelle parfois des oppidia. Concernant la France, il y a, à ma grande surprise, une vingtaine de forts vitrifiés répertoriés. Vous pouvez aller voir sur la page Wikipédia qui en fait une liste très précise. Il y en a notamment en Mayenne, dans une ville qui s'appelle Sainte-Suzanne. À vrai dire, diverses théories ont été proposées pour expliquer la création de ces murs, mais aucune n'est satisfaisante. La première théorie, qui semblait la plus évidente, c'est celle d'une vitrification naturelle, par exemple à la suite d'une éruption volcanique ou d'un impact de foudre. Et bien qu'elle semble assez évidente et assez facile, elle a vite été abandonnée. Ensuite, il y a la théorie de la vitrification accidentelle. Donc évidemment, on peut se dire que ce sont des forts, ils ont pris feu, cela aurait fondu les murs. Mais cette théorie est très contestée. Déjà d'une, tout simplement parce qu'en fait, il est a priori peu probable que autant de forts aient pris feu. Ensuite, pourquoi aurait-il continué à faire des forts avec une telle méthode d'empilement des pierres si cela rendait l'édifice aussi fragile ? À vrai dire, là, j'ai eu deux informations contradictoires. Certains disent qu'en fait, cette méthode, si c'en est une, c'est la vitrification fragiliserait les ouvrages, tandis que d'autres précisent que cela les renforcerait. C'est pour ça aussi que j'aimerais bien les voir sur place, bien que je ne sois pas une experte de la solidité des forts, mais en tout cas c'est intéressant d'aller voir pour se rendre compte. Et le questionnement, bien évidemment, qui pose question, c'est comment ont-ils fait pour atteindre une température donc de 1100 à 1300 degrés Celsius et le maintenir pendant assez longtemps pour que ces pierres fondent et se vitrifient. Alors pourquoi ? Parce qu'un feu de bois, on a fait des tests, et en fait un feu de bois n'atteint que environ 1080 degrés Celsius. En plus le bois, il faut l'alimenter en permanence. Aujourd'hui, on ne sait pas comment ils auraient pu mécaniquement, technologiquement, vitrifier ces murs. Bien sûr, de très nombreuses personnes ont cherché à étudier et à comprendre le phénomène. En 1977, il y a eu de nombreuses études qui ont été menées, notamment à Sainte-Suzanne, donc en Mayenne, en France, dont je vous parlais tout à l'heure, et il y a même carrément des scientifiques de la NASA qui se sont penchés sur cette question des murs vitrifiés. Le professeur Peter Creston de l'université d'Uppsala, en Suède, a examiné des échantillons et il en a déduit qu'une température minimale de 1188 degrés Celsius avait dû être nécessaire pour aboutir à la fusion du grès. Toutes les études qui ont été faites convergent vers une seule explication. Ce qui est sûr, c'est que le processus a été intentionnel. Ce n'est pas par erreur, par hasard, suite à un feu ou de la foudre, que ces murs ont fondu. La piste de l'origine celtique de ces murs a été étudiée. Pourquoi ? Parce que la plupart des forts vitrifiés l'ont été sur des territoires celtes. Alors, le procédé de construction aurait été transféré d'une contrée à une autre par cette peuplade. Donc en bougeant, les Celtes, qui étaient de toute façon souvent en mouvement, auraient continué cette méthode de construction. Il y a même Jules César qui aurait décrit dans des textes l'existence de ce qu'il appelle des murus gallicus, donc des murs gaulois, mais à l'époque gaulois, celtes, c'était un peu la même peuplade. Et Jules César explique que ces murs
aurait été fait avec des poutres en bois et des pierres. Bien qu'on n'ait pas réussi, comme pour de nombreuses autres méthodes, à refaire des murus gallicus, des murs gaulois, avec la même technique et donc à les faire prendre feu pour essayer de voir si ce bois entremêlé avec la pierre pouvait mener à une telle température de combustion, ça reste encore aujourd'hui une des pistes privilégiées pour expliquer ce phénomène de vitrification. On va rajouter aussi par-dessus le fait, par exemple, qu'on sait, et on en parlait dans la vidéo précédente, que les Celtes avaient une fête qui s'appelait Beltane et lors de laquelle ils réalisaient de très grands feux, les fameux feux de Beltane. Pour ceux qui ont suivi le monument précédent dont je vous ai parlé, l'aire du Thiers de Boré, avait justement été inauguré de façon un peu celtique avec un grand feu. Est-ce que les Celtes auraient fait des grands feux pour inaugurer leur fort, ou en tout cas pour faire des fêtes autour des forts, et que ces feux de Beltane, dans lesquels ils remettaient du bois régulièrement et qui devaient brûler pendant assez longtemps, seraient à l'origine des murs vitrifiés? C'est une explication. Il y a aussi un indice qui converge vers la présence des Celtes à Sainte-Suzanne, puisque on sait que le mot Suse veut dire source. La fin du mot Anne viendrait de Dana. Ça vous rappelle quelque chose? Le peuple de Dana. C'est donc les Celtes, le Tuatha des Danann, ce sont les Celtes. Donc on pense qu'en fait, Sainte Suzanne serait la contraction de Suse Anna, une contraction qui aurait été faite lors de la christianisation du pays et donc transformée en Sainte Suzanne. Cela mènerait aussi vers l'idée que Sainte Suzanne était en fait un territoire celte. La vitrification de ces murs a donné bien évidemment lieu à de très nombreuses légendes. Certains disent que ces murs auraient été vitrifiés par une magie ancienne, que les anciens habitants auraient possédé des connaissances secrètes ou même une source d'énergie mystique pour transformer la pierre ainsi. D'autres légendes racontent que les forts auraient été victimes de la colère des dieux et donc brûlés par les dieux, ou encore par un rituel sacrificiel destiné à protéger le site contre des forces maléfiques. Plus récemment, l'auteur Adam Ardrey a fait des études sur ces forts en Écosse et donc a suggéré que cela aussi pouvait être l'endroit où le roi Arthur était présent. Le roi Arthur, ce roi mythologique, mais beaucoup de personnes doutent et se demandent s'il n'a pas vraiment existé, qui était justement lié aux légendes celtes. Là, on en parlait plus récemment sur les êtres magiques, puisque Arthur est quand même accompagné d'un magicien, un druide, et de fées, telles Morgane la fée et Viviane. Mais je vous avoue qu'il y a une légende qui m'a particulièrement fascinée. C'est la légende de Forinise, racontée par Alain Comte dans son livre « L'énigme des forts vitrifiés ». Je vais vous lire ce qu'il en raconte. Sur l'île de Torinise, à l'ouest de l'Irlande, subsistent les vestiges d'un ancien fort de l'âge du fer nommé Dun Balor ou fort de Balor. Ce site légendaire est associé à Balor, chef des Fommoirs, une race de géants maléfiques dans la mythologie irlandaise. Les Fommoirs, originaires des mystérieuses îles au nord du monde, menaient depuis ce fort des attaques contre l'Irlande, alors peuplée par les Tuatha Dé Danann, un peuple mythique avec lequel ils partageaient d'anciennes et complexes relations familiales. Balor, surnommé Balor du mauvais œil, possédait un œil unique, considéré comme une arme redoutable. Protégé par 7 paupières, cet œil dévastateur dégageait un puissant rayon lumineux, capable de réduire en cendres tout ce qu'il touchait. Lorsque les paupières étaient maintenues ouvertes par des crocs métalliques, Balor pouvait foudroyer des armées entières. Toutefois, ses propres aides devaient se tenir à distance de cette arme mortelle, sous peine d'être carbonisés eux-mêmes. Si vous avez un petit déjà-vu sur l'interprétation de cette histoire, tout est normal, vous avez tout comme moi entendu parler des théories des anciens extraterrestres, Ancient Aliens. Il est effectivement largement admis dans cette théorie que les anciens dieux possédaient des armes extrêmement puissantes, réelles en fait, et qu'ils se battaient sur Terre avec ces armes-là.
Ce que j'ai aimé dans cette histoire avec le Tuatha Dé Danann et surtout l'arme qui est proposée, celle de Balor du mauvais œil, c'est quand même qu'on est sur une arme qui projette de la chaleur intense à des endroits précis. Tout cela mélangé au fait que les Celtes étaient sur ces territoires, que cela soit en Écosse mais aussi en France car on en a de nombreuses traces et donc à Sainte-Suzanne, peut-être qu'il y aurait quelque chose à creuser par là. Dun Mac Sneacan n'est pas le plus célèbre des forts vitrifiés en Écosse, mais c'est un des premiers que j'ai répertorié sur ma carte et c'est celui dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je pense qu'il doit être super intéressant d'aller le visiter, si ce n'est que c'est un site sauvage absolument superbe au bord d'un lac, mais aussi parce que cela permet de voir de nos yeux, d'expérimenter un peu ce mystère. Il y a aussi beaucoup de sites en France qui mériteraient d'être visités et exploités. Je vous ai parlé de Sainte-Suzanne, je pense que c'est le plus accessible, mais voilà, il y en a une vingtaine, donc n'hésitez pas à aller voir des forts vitrifiés et à me raconter ce que vous en avez vu. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quel est votre avis sur la question. Car aujourd'hui, malgré toutes les recherches scientifiques qui ont été faites, ce qui nous reste comme explication finalement, ce ne sont que des légendes. Comment ont-ils fait pour vitrifier ces murs ? C'est une vraie énigme qu'on peut tous aller voir et qui est, je trouve, absolument incroyable. Il arrive parfois que quand on se déplace dans une région, on rencontre un archéologue, quelqu'un qui fait des visites, qui a des informations qui n'existent pas aujourd'hui sur Internet ou dans des livres. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Je n'ai pas de livre à vous proposer sur le sujet. Alors à vrai dire, j'ai trouvé des recherches d'un auteur qui s'appelle Robert Charroux. Il a un livre posthume qui s'appelle le livre des livres qui a été publié et où justement il parle des forts vitrifiés. Cependant, je ne vais pas recommander Robert Charroux pour une bonne raison, c'est que c'était un suprémaciste blanc. Et que ça, c'est big no-no. En fait, non, on peut tous partager des avis, on peut tous s'enrichir avec nos connaissances différentes, nos différences justement d'héritage, de connaissances, de points de vue, j'adore ça. Mais je vous avoue que j'étais hyper déçue de m'apercevoir que cet homme était tombé dans du mauvais côté de la force, en tout cas était devenu suprémaciste blanc. Vous savez bien ce qui se passe, les gens partent un peu dans les théories, on arrive sur la race supérieure, les Aryens, et puis finalement les blancs c'est les meilleurs, n'importe quoi en fait. Et c'est drôle parce que je suis en train de lire un livre de Robert Charroux, alors je l'ai trouvé dans une boîte à livres, comme quoi parfois la vie est bizarre. Ça fait quelques mois que je l'ai et j'avance un peu dessus, et j'avais été justement assez surprise de voir que ce livre qui a été publié, si je me souviens bien, en 1965, avant les premières publications de von Daniken, des Anciens Taliens, justement, parle d'archéologie interdite et donc de cette histoire de l'humanité inconnue qui, moi, me passionne, sur les différents événements du passé qu'on constate et qui, aujourd'hui, ne feraient pas sens selon ces auteurs dans l'histoire telle qu'elle est racontée. C'est aussi un peu pour reboucler sur le sujet du jour, Dun Mac Sneacan, ce fameux fort vitrifié, et les autres. Aujourd'hui, on dit qu'il était impossible d'atteindre de telles températures, etc., etc. Mais en fait, en vrai, on n'en sait rien. Ils avaient peut-être juste des technologies auxquelles on n'a pas accès, ou peut-être qu'il y avait vraiment des sortes de dieux étranges qui attaquaient la Terre et le Tuatha Dé Danann avec des armes qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de comprendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais absolument vous parler des forts vitrifiés. Ça fait partie des endroits que j'ai collectés dans ma carte du surnaturel. Je trouve que le sujet est vraiment très intriguant et justement, il y a encore plein de choses à dire, à observer. Ce sont des endroits qu'on peut voir nous-mêmes. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas. Vous savez quoi faire, ça me ferait vraiment super plaisir d'atteindre les 1000 abonnés, le symbole 1000 abonnés d'ici à la fin de l'année, ça sera un super cadeau de Noël pour moi, donc n'hésitez pas, il y a environ 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnées, je vous comprends, ça m'arrive aussi, mais il y a aussi plein de chaînes auxquelles je me suis abonnée pour les soutenir et qui maintenant ont grandi, et parfois c'est comme ça aussi qu'on partage un peu de ce qu'on a nous chez nous, quand on regarde derrière l'écran et on se dit voilà, ça coûte pas grand chose, on peut s'abonner. Si vous pouvez le faire pour moi, ma chaîne est encore toute petite, sachez que chaque abonnement me rend super contente.
Voilà. J'ai aussi ma communauté Patreon, je vous mets le lien en dessous. J'espère vous partager bientôt des contenus un peu exclusifs, dont des vidéos sur les que j'enregistrerai juste après avoir enregistré ces vidéos-là. Des contenus exclusifs sur les backstage de la chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous dis? Eh bien, je vous dis ciao!